Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, on va reparler rentrée scolaire avec Françoise Berthiaud, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout d'abord, une question d'actualité. On parle beaucoup de fusion d'universités, notamment à Bruxelles, parce que l'ULB a présenté un projet avec la VUB, l'UCL avec Saint-Louis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt positif, ces fusions? Oui, je pense, parce qu'on est maintenant dans un paysage universitaire, le paysage de Bologne, et donc on doit s'apprécier à une échelle plus large que notre simple communauté ou que notre simple pays. Et on voit que partout, la Flandre l'a fait avant nous, les universités essayent d'avoir des tailles critiques qui leur permettent d'avoir un nombre d'étudiants, mais aussi un nombre de publications. Et donc c'est un mouvement qui est lancé dans l'Europe entière, j'ai envie de vous le dire. Et dans le cas ici à Bruxelles, le nouveau recteur de l'ULB a dit « Oh, moi j'aime pas du tout ce rapprochement de l'UCL entre Saint-Louis parce que c'est plutôt des réseaux qui se mettent d'accord plutôt que ça se fasse au niveau régional ». Est-ce qu'il faut choisir une priorité entre... Je n'ai pas envie, moi, de rentrer parce que ça a été la grosse difficulté du décret paysage. C'était cette opposition des logiques réseau aux logiques régionales. Je pense qu'il faut voir la logique des universités qui ont une tradition de travail ensemble, de collaboration ensemble. Et l'UCL et Saint-Louis en ont une. Je vous rappellerai avant le décret paysage, il y avait même une tentative de fusion plus large, aussi avec Namur et avec Mons, qui avait échoué. Donc, on est dans une logique de processus qui existe depuis très très longtemps, de travail en commun qui se fait depuis très longtemps. Je comprends aussi la réaction de l'ULB qui dit « mais on nous a fait un décret où on nous organise par pôles régionaux, donc pourquoi est-ce que Saint-Louis, qui est à Bruxelles, veut collaborer avec l'université qui est à Bruxelles, mais surtout implantée en Brabant wallon ?» Donc, je comprends les arguments des uns et des autres, mais je crois que la logique de collaboration UCL-Saint-Louis, elle est permanente, et que les recteurs ont été rassurants dans ce que j'ai pu lire aujourd'hui, puisqu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas essayer, au passage, de faire des nouvelles formations pour concurrencer l'ULB à Bruxelles. Et donc, je pense que la logique de collaboration existe en dehors des fusions aussi, parce que dans certaines études lancées, par exemple, par le Parlement ou le gouvernement bruxellois, c'est l'ULB et Saint-Louis qui sont consultés parce qu'elles sont bruxelloises. Donc vous êtes plutôt avec un discours apaisant, là. J'essaye. Ouais. Alors, la rentrée scolaire, là, il y a eu quand même pas mal d'interrogations. Le décret inscription, par exemple. Là, on a vu le ministre-président bruxellois qui a dit « il n'y a pas assez de mixité à Bruxelles, ça ne fonctionne pas, il faut évaluer ». Et la ministre, ici, qui était à votre place hier, a dit « mais j'évalue déjà ». Et si le ministre bruxellois veut en faire davantage, veut créer davantage d'écoles, moi, je suis d'accord, je veux davantage de places dans les écoles. Alors, là, on mélange tout. D'abord, il y a eu des évaluations, mais pas des bonnes évaluations. C'est un peu, les évaluations du décret inscription sont des évaluations internes à l'administration et c'est ce que moi j'ai coutume d'appeler les auto-évaluations auto-satisfaites. Je pense qu'une véritable évaluation du décret inscription serait une évaluation pertinente, neutre et externe. Et ça, on n'a encore jamais eu. La seule évaluation étant les chiffres qui s'aggravent chaque année. Deuxième chose, ça c'est la rengaine du CDH. Le CDH dit mais il n'y aura plus de problème quand il y aura plus d'écoles. Je rappelle qu'à une semaine de la rentrée, nous avions 259 enfants sans école, mais qu'il restait plus de 1500 places qui n'étaient pas occupées. Donc il y a assez d'écoles pour vous. Mais qu'il n'y a pas, pour le moment, en secondaire, il y a encore assez d'écoles, mais il n'y a pas d'adéquation entre ce que les parents cherchent et ce qu'on leur offre. La troisième chose, je suis contente que le ministre-président bruxellois se réveille, ouvre les yeux et dénonce ce que nous dénonçons depuis le premier jour. Quand le décret inscription, celui-ci, c'est le troisième, est arrivé, moi j'ai dit il est profondément anti-bruxellois. Le ministre wallon de l'époque me regardait un peu parce que la répartition des écoles géographiquement à Bruxelles ne correspond pas en adéquation avec nos populations scolaires. Ce qui nous amène à avoir des embouteillages et plus que des embouteillages, des pénuries de places dans des zones comme le nord-ouest de Bruxelles, et ce qui fait qu'on a une nouvelle école à Ixelles qui ne se remplit pas. Justement, parlons de cette nouvelle école à Ixelles, où là c'est l'atelier royal d'Ixelles qui réouvre en fait sa section fondamentale, et il n'y a pas de communication. Et là, le pouvoir organisateur, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. Pourquoi on ne communique pas? Alors, la Fédération Wallonie-Bruxelles communique très mal sur son enseignement et a fortiori, comme elle ne laisse aucune ou quasiment aucune autonomie à ses équipes éducatives et à ses directions,
sur le terrain local, il est difficile pour un directeur de faire la promotion de l'établissement. Et la promotion d'un établissement comme celui-là, c'est une promotion locale à Ixelles, mais aussi en ouverture vers d'autres communes où on a des pénuries de places, mais en mettant aussi en évidence pour les parents, et c'est quand même important dans une ville où la mobilité est souvent congestionnée. Est-ce que j'arriverai le matin à conduire mon enfant à l'école? Parce que section fondamentale, ce sont encore des petits-enfants. Non, mais pourquoi notre système est vraiment peu collaboratif? Pourquoi il n'y a pas une collaboration entre la commune et le pouvoir organisateur dans un cas pareil? Parce que la liberté, et c'est ce que nous mettons toujours en évidence, la liberté des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est très, très réduite. La patronne, c'est la ministre. Et le chef d'établissement qui, lui, connaît son terrain local, a très, très peu de liberté de faire un certain nombre de choses. Alors, en matière de cours de citoyenneté qui a lieu en primaire, ça va démarrer le 1er octobre. L'association des parents de l'officiel a décidé de mener une campagne assez dure pour dire il faut 2 heures de cours et pas une seule, donc pour pousser les parents à prendre la 2e heure de cours de citoyenneté et de philosophie. Et donc de faire disparaître cours de religion et de morale. Et ils demandent aux écoles et aux communes de distribuer ce document. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Il y a certaines communes qui sont pour, d'autres qui sont contre. C'est un combat de la FAPEO que je respecte. C'est un combat qu'elle a mené depuis le début du débat sur les cours de citoyenneté. Mais par contre, moi je suis à côté de ça extrêmement attachée à la liberté de choix du père de famille qui était inscrite dans la Constitution, tant de choisir l'école de son enfant que de choisir ou non s'il suivra ou pas un cours de religion. Donc moi je pense que le combat de la FAPEO est respectable et qu'il faut le lui laisser faire, mais qu'il ne faut pas demander aux écoles d'essayer de contraindre les choix des parents. Donc est-ce que Etterbeek, par exemple, distribue les formulaires en même temps que la campagne de la FAPEO? Je l'ignore. Bon, voilà, il faudra creuser ça vous savez, pour voir dans votre commune. Je suis présidente de CPS, je ne suis plus au collège. Mais donc vous êtes dans la commune. Je n'ai plus tous les secrets. D'accord, mais en tout cas, toutes les communes ne sont pas d'accord. Les profs qui se retrouvent aujourd'hui sans titre, qui ne peuvent plus enseigner alors que l'année dernière ils pouvaient enseigner parce qu'il y a une nouvelle loi et tout ça n'a pas été très très bien préparé, on a l'impression que c'est le chaos complet à la fois dans les directions d'école et chez ces jeunes profs qui ne peuvent plus enseigner. Ou vieux profs. Comment est-ce qu'on aurait pu améliorer ça? C'est assez dramatique parce qu'en fait, ça a été préparé longtemps. Le décret qui a instauré ça, qu'on appelle titre et fonction, a fait l'objet de longs travaux. Beaucoup de gens ont travaillé dessus. Oui, mais certains disent que ça fait 40 ans qu'il fallait faire à peu près, oui, avec des pauses. Mais personne n'est omniscient. Et on a raté certaines marches dans ce décret, des cas bien particuliers de maîtres de formation pratique. Et quand c'est apparu il y a maintenant 6 mois à peu près, les premiers cas dramatiques, nous avons demandé simplement un moratoire d'1 an pour son application, donc pas l'appliquer à la rentrée maintenant, pouvoir corriger les situations qui étaient alors bien identifiées. Et puis moi je ne comprends pas cette obstination, surtout comme vous dites, il y a près de 40 ans qu'on réfléchit là-dessus, à dire non, ce sera la rentrée 2016, point barre, alors que si on reportait d'1 an, on corrigeait les cas les plus problématiques et on ne créait pas ces drames et le chaos dans certaines écoles, parce que certaines écoles vont avoir le chaos avec ça, plus l'organisation du cours de citoyenneté qui va bouleverser. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut tout le temps chambouler l'école, moi. C'est la rentrée dans le qualifiant aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, sauf une. Il y aura quand même quelques cours généraux un peu supplémentaires. Est-ce que le qualifiant sera encore du qualifiant ou est-ce que ça va devenir une espèce de général un peu déguisé? Il faut le préserver. Il faut le préserver et il faut le renforcer. Et j'ai parfois l'impression que c'est surtout d'ailleurs du côté du PS, quand ils veulent rallonger le tronc commun, etc., qu'ils veulent raboter tout le temps le qualifiant. Or, pour que le qualifiant, comme on le dit bien, qualifie, il faut donner aux élèves suffisamment de temps pour avoir des cours de pratique. Ils doivent avoir des cours généraux, j'imagine, mais que ces cours peuvent aussi être adaptés. Un cours de mathématiques peut surtout les aider plus tard à faire un devis, à vérifier le coût de leur fonctionnement, etc. Donc peut être orienté de manière plus particulière. Mais il faut beaucoup plus de pratiques professionnelles. Et nous défendons depuis des années la nécessité de créer des ponts avec les entreprises pour pouvoir améliorer cette pratique professionnelle. Et je crois que la préoccupation, elle est surtout là. Il y a eu des expériences pilotes, notamment avec Audi. Mais moi, en visitant les écoles qualifiantes, je vais vous donner un exemple. J'ai vu des jeunes qui construisaient un œil de bœuf, cette fenêtre ronde. Ils avaient à l'école le temps suffisant
nécessaire pour que ce soit parfait. Et certains qui avaient été en stage ou autre me disaient, mais quand on est chez un patron, on a la matinée, évidemment. Donc je pense qu'il faut cette interpénétration pour que le qualifiant qualifie mieux de façon opérationnelle. Alors, dernière question sur le pacte d'excellence. C'est aussi un gros dossier. Apparemment, ce sera d'ici la fin de l'année. La ministre l'a promis hier. Tout sera fait. On consultera tout le monde, même le Parlement, même l'opposition, et que les mesures vont s'inscrire dans le temps. Alors, est-ce que vous allez participer à cette discussion? Est-ce que vous allez donner votre imprimatur sur le pacte d'excellence? Je ne rêve pas. Bien sûr que je vais participer à la discussion parce que bien sûr que je veux être tenue au courant de tout ce qu'il y a dans ce pacte qui est normalement refondateur de l'école. Mais je ne suis pas naïve non plus. On ne va pas m'inviter à m'asseoir à la table du gouvernement pour choisir les mesures qu'on va implémenter en premier. Je ne sais pas ce qu'ils vont avoir comme logique d'implémentation des mesures. Je ne sais pas s'ils vont détricoter en prenant certaines mesures dans le pacte et en mettant d'autres de côté. Je ne sais pas s'ils vont commencer par faire les mesures qui ne coûtent rien pour laisser aux générations futures les mesures qui coûtent. Donc, je me tiens informée de tout. Je discute avec les acteurs, mais pourquoi vous êtes si méfiante? Parce que j'ai déjà vécu des expériences par le passé. Il se fait que j'ai quelques années maintenant comme chef de groupe de l'opposition. On a eu en 2004, le contrat, en 2005-2006, il est arrivé, le contrat pour l'école que Marie Arena avait lancé. Le contrat pour l'école lancé avec les acteurs, pour nous, était bon à 97%, le contrat. Et puis la seule mesure, la seule qu'ils ont mise en œuvre, c'est le décret inscription. Eh bien, heureusement que je n'ai pas mis mes doigts là-dedans. Et donc vous craignez que ce soit la même chose cette fois-ci? Je crains parce qu'il y a 2-3 choses dans le pacte que nous aimons moins, dont je sais notamment qu'elles sont très très chères au Parti socialiste, et je pense que le Parti socialiste veillera à ce qu'elles passent et on ne les votera pas. Quoi, par exemple? L'allongement du tronc commun, pur et simple. Par exemple. Donc cet allongement de 2 à 3 ans. Qui va nuire totalement à l'enseignement qualifiant et qui ne va pas nécessairement permettre à nos jeunes de ne pas être plus vite mis à l'écart ou sur le bord du chemin. Vous surveillerez notamment cela. Comptez sur moi. Merci Françoise Berthiaud et on se retrouve demain pour une autre interview. Bonne journée, bonne soirée.